Bonjour à tous et merci de regarder RTI 1 pour vous informer. Pour commencer, direction la présidence où le président de la République Alassane Ouattara a reçu hier lundi le président directeur général du groupe Bouygues, le gouverneur de la BCEAO et l'ambassadeur du Maroc en Côte d'Ivoire. On fait le point de ces trois audiences du président de la République avec Viviane Haïm. Le groupe Bouygues est l'un des plus anciens groupes français en Côte d'Ivoire. Présent depuis l'indépendance, il intervient dans plusieurs secteurs de l'économie nationale, distribution de l'eau et de l'électricité, production d'énergie, construction d'infrastructures routières et gestion portuaire. À ce jour, ce sont plus de 2 milliards de dollars qui ont été investis par le groupe Bouygues en Côte d'Ivoire, a indiqué son président directeur général Martin Bouygues, qui a été reçu ce lundi aux environs de midi au palais présidentiel par le président de la République Alassane Ouattara. Si au cours des dernières années, le groupe avait ralenti ses investissements en Côte d'Ivoire, certaines de ses branches avaient cessé toute activité. Désormais, la confiance est de retour. Ces branches comme la CETAO, spécialisée dans les travaux publics, et ETDE, appelée maintenant Bouygues Énergie, ont repris leurs activités. Le groupe Bouygues est aussi engagé dans deux importants projets, l'exploration et l'extraction du gaz au large des côtes ivoiriennes pour la production d'énergie et la construction du pont Henri-Konan Bédié. Deux projets qui, selon le président directeur général du groupe, avancent bien dans leur réalisation. Nous sommes en phase de développement d'un projet très important, très lourd, puisque c'est un investissement de plus d'1 milliard de dollars sur le bloc CI-27 pour produire du gaz. Alors nous sommes dans une phase intéressante, puisque nous finissons une campagne de forage de puits de production. Nous avons fait 4 puits principaux, et je suis très heureux de vous annoncer que nous avons aujourd'hui une bonne nouvelle, c'est que nous confirmons que nous sommes capables de produire au moins pour les 10 ans qui viennent une quantité de gaz suffisante pour assurer les besoins actuels en matière de gaz pour produire de l'énergie électrique. Et donc c'est en soi une très bonne nouvelle. Nous avons par ailleurs parlé du pont, vous savez, le pont Henri-Konan Bédié, qui est dans sa phase d'exécution. Donc j'ai pu confirmer à M. le Président de la République que le pont serait livré pour le moment conformément à l'objectif, c'est-à-dire en décembre 2014. C'est un pont qui évidemment va être très symbolique parce qu'il va améliorer sensiblement la circulation dans Abidjan. Je pense aussi que ce sera un élément assez motivant pour les Ivoiriens, un élément de fierté, car par sa conception architecturale, c'est un pont avec un échangeur assez complexe. Au cours de l'après-midi, le gouverneur de la BCEAO a été reçu pour entretien par le président de la République. La situation de l'Union économique et monétaire a été le sujet de cet entretien. Les perspectives sont bonnes pour l'UEMOA et la Côte d'Ivoire, grâce à la forte croissance de l'économie nationale, joue un rôle moteur au sein de l'Union. La croissance économique dans l'Union est prévue en 2013 à un taux d'environ 6,5%, ce qui est bien, malgré le fait que certains États ont connu des difficultés. Et en ce qui concerne la Côte d'Ivoire, elle demeure, après la crise, le moteur de cette croissance, parce que son taux de croissance est attendu à environ 9%, et ce qui va permettre de tirer le taux de croissance de l'ensemble de l'Union monétaire ouest-africaine. Son Excellence Moustapha Jabari, ambassadeur du Royaume du Maroc en Côte d'Ivoire, est venu traduire au président de la République les remerciements de son Altesse royale, le roi Mohamed VI, après la visite officielle qu'il vient d'effectuer en Côte d'Ivoire. Il a réaffirmé la volonté de son pays de respecter ses engagements en matière de coopération avec la Côte d'Ivoire. À la suite de la visite royale qui a eu lieu au mois de mars dernier, il a été question de conclure un certain nombre d'accords dans tous les domaines. Cette rencontre s'inscrit dans le cadre du suivi de cette visite royale et du suivi de la coopération qui existe entre les deux pays depuis plusieurs décennies
Le Maroc et la Côte d'Ivoire sont des pays frères, sont des pays qui sont déterminés à s'entraider, à coopérer mutuellement dans l'intérêt des deux peuples. Une autre audience, celle du Premier ministre. Hier, à la primature, le chef du gouvernement, Daniel Kablan-Duncan, a échangé avec le conseil d'administration de la Fondation internationale Notre-Dame de la Paix. La délégation conduite par Monseigneur Awana et le père Roberto Campenzi est allée faire le point de ses activités au Premier ministre. Ils ont parlé de l'état d'avancement des travaux de l'hôpital Joseph Moscartier de Yamoussoukro. Les travaux de cet hôpital destinés particulièrement aux plus démunis devraient répondre dans une semaine grâce à un financement octroyé par le chef de l'État. Et depuis dimanche, des hommes d'affaires indiens séjournent en Côte d'Ivoire. Ils sont en mission de prospection. Et hier, ils ont rencontré des membres du gouvernement dans les locaux du ministère des Affaires étrangères. Les ministres ivoiriens en ont profité pour leur présenter les opportunités et les potentialités en Côte d'Ivoire. Suivons les précisions avec Emma Niamia. Mines, énergie, pétrole, technologie de l'information et de la communication, santé et éducation. Des secteurs à forte potentialité en Côte d'Ivoire exposés aux hommes d'affaires indiens. Il s'agit pour le gouvernement ivoirien, à travers ce oral, de faire comprendre aux hommes d'affaires indiens en prospection en terre ivoirienne que l'environnement des affaires en Côte d'Ivoire et les dispositifs en faveur des exportations sont les plus attractifs de la sous-région. Le gouvernement ivoirien a entrepris de gros efforts pour l'amélioration de l'environnement des affaires, notamment par la création de tribunaux de commerce, la création d'un guichet unique de formalité des entreprises et la mise en place du nouveau code d'investissement attractif et adapté aux exigences du moment. Le marché ivoirien n'est pas inconnu de l'Inde. Plus d'une vingtaine d'entreprises indiennes exercent dans divers secteurs d'activité en Côte d'Ivoire, parmi lesquelles on peut citer Olam et Suris, qui achètent plus de 80% des noix de cajou brutes produites en Côte d'Ivoire, et aussi des multinationales comme Tata Steel dans le secteur de l'automobile et Auspan, très actifs dans l'achat et l'exportation de cacao. Cette présence d'entreprises indiennes sera certainement renforcée par les nombreuses entreprises représentées dans cette mission de prospection. La coopération bilatérale entre la Côte d'Ivoire et l'Inde a permis déjà à plus de 500 Ivoiriens de bénéficier à ce jour des stages de formation dans les instituts et universités indiens. Quant aux échanges commerciaux, ils restent encore modestes avec 2% des exportations globales de la Côte d'Ivoire selon les chiffres de 2004. Le ministre chargé de la Défense, Paul Kofi, joue la carte de l'apaisement avec les ex-combattants. Il les a rencontrés hier au 3e bataillon de Bouaké pour échanger avec eux afin de ramener la quiétude après les récents troubles. On en parle avec Ouattara Amidou et Kwadjo Kwame. Le ministre auprès du président de la République chargé de la Défense au 3e bataillon d'infanterie de Bouaké, Paul Kofi, a eu une rencontre avec les différentes organisations des ex-combattants. Le représentant du gouvernement chargé des questions de défense a laissé entendre qu'il n'est pas acceptable que des démobilisés s'illustrent par la violence pour revendiquer leur intégration dans le tissu économique et social du pays. L'État ne peut pas tolérer le désordre. Et c'est le message clair qu'on leur a dit. Quelles que soient leurs revendications, venant de très loin, ces jeunes qui vivent dans la précarité, ils doivent faire confiance à l'État et que l'État leur propose des solutions. Quant à Fidel Sarasoro, il a rappelé que l'opération conduite par l'ADDR est entièrement gratuite et financée par l'État de Côte d'Ivoire, répondant ainsi à des démobilisés qui dénonçaient le fait qu'ils payent de l'argent pour avoir des matricules. Par ailleurs, le responsable de l'ADDR a rassuré les démobilisés de l'effort en cours pour obtenir des résultats satisfaisants pour tous. En ce sens, il a dit avoir reçu de la part du président de la République des instructions fermes pour réussir en 2 ans la réintégration socio-économique de 65 000 ex-combattants répartis sur l'ensemble du territoire national. Les ressources principalement viendront de l'effort de l'État de Côte d'Ivoire et accompagné de ses partenaires. Ce sont des sacrifices que nous faisons tous pour la réinsertion et la réintégration des ex-combattants. Et qu'ils fassent preuve de patience, qu'ils laissent travailler l'ADDR dans la sérénité
afin que les programmes qui sont en cours puissent se dérouler dans le calme, mais également dans l'efficacité. Les démobilisés disent avoir bien perçu le message du gouvernement. Pour eux, l'espoir est désormais permis. Moi, j'aimerais que les marches, ça s'arrête. Ceux de nôtres qui étaient vraiment pressés et qui n'y croyaient pas, avec le passage de ces deux hautes autorités de la République, je pense qu'il n'y a pas de raison de douter encore. Pour réussir l'opération du désarmement, de la démobilisation et de l'intégration, l'État ivoirien doit mobiliser 90 milliards de francs. Mais cela ne peut être possible que s'il règne une atmosphère de paix et de quiétude dans le pays, ont rappelé les autorités présentes à cette rencontre. Tout autre sujet à présent, la semaine de l'ENAC a débuté hier, lundi, par une conférence publique sur le rôle des douanes pour l'émergence de la Côte d'Ivoire à l'horizon 2020. Cet événement se tient en prélude à la sortie solennelle et au baptême de la 51e promotion de l'École nationale d'administration ENA qui auront lieu le vendredi prochain. Landry Ponou pour plus de détails. 741 élèves forment la 51e promotion de l'École nationale d'administration. Après 2 ans de formation et à quelques jours de leur sortie, ils s'ouvrent au monde à travers une semaine d'activités culturelles, éducatives et sportives. C'est par une conférence publique sur le thème « La Côte d'Ivoire, pays émergent à l'horizon 2020, quelle contribution des douanes ivoiriennes ?» que la semaine s'ouvre. Selon le conférencier et parrain de la promotion, le colonel-major Issa Koulibaly, directeur général des douanes, seules des réformes bien menées peuvent aider les douanes ivoiriennes à remplir leurs devoirs. Nous voulons bâtir une administration des douanes moderne, modèle et performante. La douane a bâti son programme de modernisation sur facilitation des échanges et sécurisation des procédures, contrôle approfondi des appareils de douanement et enfin gestion moderne des ressources humaines et matérielles. À la suite de son exposé et des échanges avec ses filleuls, le colonel-major Issa Koulibaly a invité ceux-ci à être des administrateurs acharnés au travail, modestes et humbles. Un conseil, semble-t-il, qui a été entendu. Ce sont de très bons conseils, surtout pour quelqu'un qui est déjà passé ici et qui a fait ses armes dans l'administration, qui a gravi pratiquement tous les échelons. Donc il sait de quoi il parle. Ce sont des conseils dont on doit s'approprier pour avoir une bonne carrière. Des stands d'exposition dressés pour l'occasion et animés par plusieurs entreprises et administrations du pays. C'est le visage qu'offre l'ENA, l'École nationale d'administration, jusqu'à vendredi, jour du baptême de la 51e promotion. Des opérateurs et journalistes français sont de retour à Abidjan après avoir passé 6 jours à l'intérieur du pays. L'objectif était de découvrir les potentialités touristiques ivoiriennes et les sites à réhabiliter. L'apothéose de ce tourisme éducatif a eu lieu à Abidjan avec une conférence de presse. On en parle avec Patricia Omouetia. Paris gagné pour les tours opérateurs et les journalistes spécialisés européens. 6 jours à l'intérieur du pays, 3000 km parcourus pour découvrir les potentialités touristiques de la Côte d'Ivoire, notamment le parc national de Taï. Il y a encore beaucoup d'infrastructures qui sont à réhabiliter, visiblement. Donc il y a beaucoup d'investissements qui doivent être faits par les personnes adéquates pour pouvoir recevoir correctement des touristes, en tout cas des touristes d'un certain niveau. D'ici 1 an, je pense que ce sera, oui, une destination très prisée et les Français ont un attachement particulier avec la Côte d'Ivoire. Pour le directeur de Côte d'Ivoire Tourisme, c'était du tout le premier du genre, a pour but de susciter la programmation de la destination Côte d'Ivoire pour la saison 2013-2015. Je pense que les TO ont compris, les journalistes belges et français également ont compris que le pays était en mouvement. Donc je pense que d'ici 1 an, nous serons vraiment prêts à recevoir tous ces clients des TO qui souhaitent venir en Côte d'Ivoire. À Abidjan, c'est l'apothéose. Joie et appréciation riment avec la pure tradition, le pagne ivoirien, porté aisément par la Miss Côte d'Ivoire 2013, véritable produit d'appel touristique. La balade lagunaire conduit les tours opérateurs au plateau,
Des briefings, témoignages et échanges ont lieu entre tour opérateurs et secteur privé pour asseoir les bases d'un partenariat public-privé afin de relancer la destination Côte d'Ivoire sur les marchés émetteurs européens. Dans l'actualité à l'étranger, le Parlement libyen vient de voter une loi qui exclut de la vie politique les proches de l'ex-président Mouammar Kadhafi. Regardez. Un air de fête flotte dans les rues de Tripoli. Ces centaines de manifestants célèbrent l'adoption de la loi dite d'exclusion politique, une loi qui interdit aux anciens collaborateurs de Mouammar Kadhafi de participer à la vie politique. Ces manifestants veulent qu'elle s'applique même à ceux qui sont passés dans l'opposition avant la chute du régime. Même s'ils ont fait défection à l'ancien régime, on les en remercie, mais on veut des gens neufs pour diriger l'État, pas les mêmes personnes. Depuis le 28 avril, des manifestants et surtout des milices cernent les ministères de la Justice et des Affaires étrangères à Tripoli. Objectif, faire pression pour l'adoption de cette loi d'exclusion politique. Et cela a fonctionné. Alors que le Parlement travaillait sur ce texte depuis des mois, il a été voté dimanche à la quasi-unanimité. La loi stipule que toute personne qui a participé au régime de Mouammar Kadhafi entre 1969 et 2011 ne peut plus exercer de poste à responsabilité. Le rôle de cette loi est de préserver la révolution et d'aider à la reconstruction d'un nouvel État. Cela permet aussi de créer un nouvel environnement distinct de la façon de penser de l'ancien régime. Une commission sera chargée d'appliquer la nouvelle loi. Ce ne sera pas simple, car en pratique, cette législation pourrait écarter de la scène politique bon nombre de responsables actuels, des députés, des ministres et même le Premier ministre Ali Zeidan. Les milices réclament désormais sa démission. Et lundi matin à Tripoli, une partie d'entre elles maintenait le siège des ministères. Et c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Restez avec nous sur RTI 1 pour suivre le reste de nos programmes. Vous pouvez également consulter les www.rti.ci pour plus d'informations.